Ravi de vous accueillir pour ce moment d'échange vers un web plus respectueux des personnes et de l'environnement. Je ne vais pas vous présenter les personnes qui sont avec moi aujourd'hui. J'ai décidé de faire ça comme ça. En fait, ce que je vais faire, c'est je vais poser une première question à chacun et ça sera l'occasion pour eux de se présenter. C'est mieux que de faire une présentation très clinique de chacun. Et je vais commencer par Tristan. C'est moi. Tu es prêt ? Ouais. Ok. Donc, on te connaît surtout comme un grand défenseur de notre vie privée sur Internet, mais beaucoup moins sur ton engagement pour la cause climatique. J'aimerais que, pourtant le sujet apparemment est devenu majeur pour toi dernièrement, je pense notamment à ton podcast l'Octet qui parle de climat et de numérique. Oui. Qu'est-ce qui s'est produit dans ta vie à un moment qui fait que ton combat pour un web plus respectueux des personnes, de leur vie privée, soit maintenant accompagné d'une réflexion sur un web plus respectueux de la planète ? En fait, ça fait 40 ans que je fais du numérique. On appelait ça de l'informatique au début. On a appelé ça de la télématique. Excusez-moi, je fais des références de vieux. Ensuite, on a appelé ça l'Internet, le web. Et en fait, la vérité, c'est que j'ai commencé quand j'étais adolescent. Je me suis intéressé au sujet qui m'interpellait à ce moment-là. Et au début, c'était l'innovation, c'était la micro-informatique. Les gens commençaient à avoir des ordinateurs personnels qui se mettaient sur le bureau, c'était super cool. Puis après, on s'est mis à les connecter entre eux, c'était la télématique, c'était l'Internet, c'était super cool. Puis après, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs un peu plus flippants. Alors, il y a eu quand même tout le mouvement du libre et de l'open source. Là aussi, j'ai trouvé ça génial et ça a fait que j'ai contribué pendant 17 ans au projet Mozilla, Firefox, si vous connaissez. J'ai monté Mozilla Europe que j'ai présidé. Mais à chaque fois, c'est des thématiques qui s'imposaient à moi. En fait, je ne les ai pas vraiment choisies. Et à un moment, avec Facebook et compagnie, je me suis dit, mais au niveau de la vie privée, au niveau de la publicité ciblée, ça amène de la collecte de données personnelles et je crois qu'il est important de faire comprendre aux gens que ce n'est pas neutre, que certaines entreprises sachent tout sur tout le monde. Ça peut dériver et dans certains cas, ça a dérivé. Donc je m'en suis préoccupé. Et puis un beau jour de août 2018, Nicolas Hulot a démissionné en direct à la radio et moi qui m'intéressais à l'environnement mais qui en parlais peu, j'en parlais un peu sur mon blog standblog.org, mais là ça a été comme un retour de boomerang, je sais pas, me le suis pris en pleine figure, je me suis dit merde mais c'est vrai, mais comment j'ai pu être assez con pour croire que sous prétexte qu'on a un ministre en charge de l'environnement, ça va suffire pour résoudre le problème de l'environnement. Et quand j'ai vraiment pris pleinement conscience qu'en fait on avait un ministre de l'environnement juste pour pouvoir continuer à faire comme avant, c'est-à-dire la société extractiviste, maximaliste qu'on connaît aujourd'hui. Je me suis dit non mais là c'est normal qu'il lâche l'affaire parce qu'en fait il a aucune chance d'arriver à avoir un impact. Et ça m'est tombé dessus et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire. Alors à l'époque je travaillais chez Quant et c'était pas du tout dans la préoccupation du président parce que lui il n'avait pas pris conscience de la chose, on va dire pudiquement, mais moi oui. Donc quand j'ai quitté Quant, c'était le Covid et là je me suis dit qu'est-ce que je peux faire. J'ai réfléchi, je me suis formé, j'ai fait les 20 heures de cours de Jean-Marc Jancovici à l'école des mines sur YouTube en basse résolution. Ça m'a pris 30 heures parce que l'avantage c'est que là on peut interrompre Jancovici pour prendre des notes. J'ai pris 72 pages dans mon cahier de notes de ce cours. Parce que j'ai pas fait l'école des mines, donc moi je comprends moins vite donc ça m'a pris 30 heures au lieu de 20 et en fait je me suis dit qu'est-ce que je peux faire à mon niveau. En fait là je suis crédible à peu près sur le numérique, je suis préoccupé par le climat, à peu près. Les gens le savent pas mais il faut faire passer le sujet et donc j'ai fait un podcast qui s'appelle l'Octet qui parle de climat, de numérique. Et comme le sujet a tendance à être plombant, parce que globalement, en fait, le climat consiste essentiellement à mesurer à quelle distance on est du mur et est-ce qu'on va réussir ou pas à prendre ce putain de virage. Donc le sujet est plombant. Je me dis, on va faire un truc rigolo. Bon, ça, c'était pas complètement gagné. Mais en fait, vous verrez, le podcast, c'est climat, numérique et bonne humeur. Et je pense, en toute modestie, qu'en fait, on se marre bien en écoutant l'Octet et on ressort plein d'espoir.
Et tout ça grâce et sans qu'il le sache à Nicolas Hulot. Merci Tristan. Je t'en prie. Je me tourne maintenant vers Léa Goldfarb, aujourd'hui responsable de l'environnement, de l'impact environnemental chez Plateforme SH, mais titulaire d'un doctorat en chimie atmosphérique et quasiment passé les 20 dernières années à travailler sur des questions scientifiques et politiques sur l'environnement, notamment en tant que senior science officer auprès du groupe numéro 1 de travail numéro 1 du GIEC. Et en réalité, Plateforme SH, c'est le premier poste que vous prenez dans le secteur privé. Pourquoi déjà avoir quitté le secteur public pour le privé à ce moment-là de votre carrière et pourquoi Plateforme SH? Ok, merci Valentin et aussi merci pour l'invitation. Je suis honorée d'être ici avec toi, Tristan et Rémi. Donc la question, pourquoi j'ai changé mon parcours professionnel, en fait, il y a un fil de conducteur tout le long de ma carrière, c'était comment d'avoir un impact. Quand j'étais jeune, j'ai été sensibilisée à les questions de l'environnement. J'ai grandi pas loin de Three Mile Island où il y avait l'accident nucléaire. Donc, notre famille était évacuée. Donc, bas âge, j'ai été sensibilisée aux questions de l'environnement et le choix d'énergie qu'on a. Après, j'ai vu l'importance des données d'une approche scientifique et donc j'ai fait ma thèse dans le domaine de l'atmosphère, que j'ai commencé sur le taux d'ozone et j'ai fini sur le changement climatique. Après, j'ai fait un postdoc en France et là, j'ai vu que des rapports scientifiques étaient déjà assez pointus en 2022. Et j'ai passé le cap d'avoir un impact sur la partie politique de la science, mais toujours avec des racines dans des études scientifiques vraiment bien documentées, avec des conclusions en consensus entre scientifiques pour les décideurs. Et j'ai adoré ce type de travail parce que là, j'ai vu la partie naturelle et la partie sciences sociales, qui a aussi des racines et régularité que j'appréciais bien. Et j'ai commencé de travailler à ce domaine-là en développement durable, les questions d'équité. C'était une très bonne expérience, mais après une décennie de faire ça, des décideurs avaient des rapports scientifiques. Et là, c'était le moment de passer aux actions. J'ai fait un peu de politique locale en France. Et après, quand j'ai vu le poste chez Plateforme de responsable de impact environnemental, c'est le mot impact qui m'intéressait parce que maintenant, c'est le moment de faire la transition écologique. Et c'est des entreprises qui sont vraiment dans la main. Et dans une start-up comme Plateforme SH, qui est une start-up française, on a la possibilité d'avoir un impact à l'échelle. Donc, il y avait toujours cette question d'impact. Ok, merci. Non, elle dit, je suis obligé de rebondir là. Tu viens de dire qu'il est temps de s'y mettre, mais en fait, ça fait 30 ans qu'il est temps de s'y mettre. Hein, donc, en fait, là, il est vraiment temps de s'y mettre. C'est ça que Léa voulait dire. Oui, comme je disais, déjà en 2002, oui. Pour moi, l'affaire scientifique était bouclée. Ben, exactement. Il faut se souvenir que quand même le premier rapport du GIEC, c'était 92. Hein. Donc, et là, on savait déjà en 92, mais tous les rapports successifs n'ont fait que confirmer ça. En gros, ça fait 30 ans qu'on fait, ouais, là, on va vraiment s'y mettre, mais demain, quoi. C'est vraiment la procrastination à l'échelle d'une planète. Bon, je me tais, on va laisser parler Rémi. Merci. Merci de te taire, je voulais dire. Maintenant, on se tourne vers Rémi, du coup, qui était d'abord un expert du marketing digital et du numérique avant de se spécialiser dans le numérique responsable. Qu'est-ce qui t'a amené à cette question du numérique responsable? Pourquoi le sujet t'a passionné? Bonjour à toutes et à tous. En quelques mots, en fait, je vais peut-être parler de mon enfance très rapidement. Moi, je suis né au pied du Mont Blanc. J'ai beaucoup été à la montagne, mais j'ai marché dans la montagne. Je ne skie pas. Tout simplement parce que à force de voir en fait des terrassements, des bassines d'eau et des forêts éventrées, en fait on n'a pas envie de skier, clairement. Pourtant moi c'est un peu comme Tristan, c'est en 2018 où je prends conscience enfin qu'il y a quand même un problème. Donc évidemment un peu tard, mais c'est ce moment-là en fait où je fais beaucoup dans le marketing digital et je me dis comment est-ce qu'on va essayer d'allier un peu en fait, de donner un peu de sens finalement en fait à cette thématique. Et c'est là que je m'intéresse au numérique responsable. J'ai été en mission en fait pendant près de 3 ans pour l'Institut du numérique responsable, qui comme son nom l'indique travaille en fait sur le sujet, à prendre en compte donc l'empreinte environnementale du numérique.
Et donc j'ai réussi à mettre un petit peu de sens. Aujourd'hui, je suis assez convaincu en fait d'une chose, c'est que la transition écologique a besoin de marketing. Et donc finalement, je continue en fait à pousser ces sujets de marketing digital parce que je pense qu'il y a un enjeu fort à travers cela. Il faut qu'on arrive à faire du marketing écologique parce que, encore une fois, l'enjeu c'est de faire passer les messages et de faire en sorte que justement on arrive à s'y mettre réellement. Et clairement, pour l'instant, on va pouvoir parler de numérique et justement ce qu'on fait aujourd'hui dans le numérique responsable. Et je pense qu'on n'est encore pas tout à fait dans la bonne direction et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que vraiment on ait le courage en fait de se transformer réellement et pas seulement essayer de décarboner en adoptant toujours le même modèle. Voilà, et donc globalement en fait, peut-être pour conclure sur mon parcours et ce qui va se passer après, moi aujourd'hui je vais publier 2 livres en fait, un sur le marketing digital et un sur le numérique responsable aux éditions Erol et aux éditions Duno en mai et septembre prochain, qui justement vont aussi nourrir, on va dire, les réflexions que je peux avoir sur ce sujet. Donc d'abord, côté marketing pour faire passer les mauvais messages et ensuite marketing responsable pour faire passer les bons, c'est ça, globalement ? En tout cas, je pense que j'ai toujours essayé d'être à peu près cohérent parce que les convictions, elles ont toujours été plus ou moins là. Mais quand il y a un déclic qui se fait à un moment donné, quand on est en formation et qu'on dit « allez-y, il y a le Black Friday, il faut y aller », là on se dit en fait « non, je vais arrêter de dire ça parce que ça n'a pas de sens ». Et donc, voilà, effectivement, il y a eu une transition, il y a eu un déclic. Le déclic, c'est quand vous marchez, en fait, vous êtes sur le lac d'Annecy et que vous marchez en fait littéralement sur le lac, sur 200 mètres de long en fait, parce que le lac est à sec. Enfin, à sec, mais en tout cas, il a bien diminué de hauteur. En plein mois d'octobre, par 20 degrés, vous vous dites là, il y a quand même un truc qui ne va pas du tout, quoi. Merci. J'en reviens à Tristan. J'aime bien te faire un peu flipper. On a fait le choix de faire cette table ronde sur un web plus respectueux des personnes et de l'environnement, mais souvent on a tendance à montrer que ces deux facettes sont antinomiques, et je vois que on parle un peu que tu nous dises d'après toi en quoi elles sont antinomiques ou pas d'ailleurs, et comment on peut dépasser cette opposition justement d'un numérique respectueux de la vie privée mais qui est très très gourmand en ressources, et voilà, quelle est ta position sur ce grand sujet? Alors en fait, c'est une question étonnamment profonde. Moi je trouve que le web, c'est une invention mais extraordinaire. C'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire, vraiment, ça fait partie, pour moi ça a été une révélation, c'était quand? Ça devait être en 94, 93. Et un petit peu avant, quand j'ai réalisé, avant le web, que ce qui était formidable, avoir des ordinateurs, c'était sympa. Si on savait programmer, si on savait créer une application, parce qu'au tout début, il n'y avait pas d'application. Vous aviez le manuel, vous aviez le clavier, l'ordinateur, l'écran, et il fallait écrire le logiciel pour pouvoir l'utiliser. Bon, et après, les réseaux permettaient de diffuser les applications qu'on avait créées. C'était cool. Mais surtout, les réseaux permettaient de connecter des machines. Et au-delà des machines, c'était connecter des gens qui étaient derrière les machines de l'autre côté. Et j'ai une anecdote que je ne vais pas vous raconter parce qu'on n'a pas le temps, mais j'ai vraiment un souvenir où je me posais une question, mais super compliquée. Je la pose sur un forum, un tout des premiers forums, et quelqu'un aux États-Unis me répond avec une info qui sortait du Library of Congress sur le nombre de lits disponibles aux États-Unis pour traiter des maladies tropicales. Un truc, mais jamais j'aurais trouvé ça en fait. Sauf qu'il y avait un Gus de l'autre côté de l'océan, de l'autre côté de son clavier à lui, qui me disait ouais, mais moi j'ai l'info, je vais te la donner. Et voilà. Et c'était mais incroyable. Et donc le web en fait continue là-dedans. Moi je suis fan de Wikipédia, je suis un modeste contributeur à Wikipédia, je partage mes photos sur Wikipédia Commons, etc. Je trouve formidable qu'on arrive à construire un commun à l'échelle de la planète qui permette la diffusion de la connaissance. Et donc le web, pour moi, est une invention absolument extraordinaire. Après, ça peut être perverti avec certaines méthodes de réseaux sociaux, avec certaines collectes de données personnelles. Mais moi, je ne veux pas jeter le bon web avec l'eau du bain. Oui, il faut se démerder pour faire de la technologie qui réponde aux besoins des humains, mais qui ne sabote pas la branche sur laquelle l'humanité est assise, quoi. C'est-à-dire que faire un web cool, ok, mais si c'est pour
ruiner la planète parce qu'on le fait tourner avec du charbon et qu'on détruit l'atmosphère et qu'on fait des mines partout, etc., c'est complètement con. Donc en fait, il va falloir ajuster le curseur entre j'ai pas de web et je vis dans une grotte et à ce moment-là, on a une atmosphère saine, à tout le monde a 3 smartphones, 2 tablettes, etc. Et on n'a pas d'avenir. Bon, et où est-ce qu'on glisse notre curseur en fait autrement mieux ? Moi, je veux pas revenir à zéro web, de la même façon que je veux pas qu'on soit tous hyper connectés à mort avec des trucs dont on n'a pas besoin pour Instagrammer nos vies avec ChatGPT, quoi. Tu vois, où est-ce qu'on se met au milieu ? C'est quoi le numérique qui a du sens, c'est quoi ce juste équilibre, avoir de la techno qui nous rend service au quotidien, mais qui n'hypothèque pas l'avenir de l'humanité. Ça, c'est un débat qu'on doit avoir. Et aujourd'hui, on est dans un maximalisme qui nous emmène à faire toujours plus. Non, il faut revenir à un discours plus sensé et avoir ce débat sur c'est quoi un juste numérique. Et sur la question de pourquoi protéger notre vie privée et encore plus gourmand et du coup, en fait, comment faire pour avoir un web qui protège notre vie privée et en même temps ne détruit pas la planète, parce que du coup, on en parlait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, normalement, on a une autre intervenante qui a pas pu venir finalement, qui s'appelle Sandrine, qui travaille sur Cosmian, sur justement utiliser des techniques de cryptographie pour protéger nos données constamment, mais en même temps, quand on en parlait, Tristan, mais c'est le genre de choses qui bouffent beaucoup de ressources, et donc du coup, au final, ce qui nous protège en tant que personne a tendance à détruire encore plus l'environnement. Et donc, comment on va pouvoir faire pour trouver quelque chose, une voie du milieu ? Est-ce que tu la vois aujourd'hui ? En fait, il faut se poser la question de quoi on a vraiment besoin, en fait, et sur quel principe on veut que ça fonctionne. Aujourd'hui, il y a cette gratuité apparente des réseaux sociaux, mais cette gratuité, en fait, c'est ce que j'écrivais dans mon livre qui s'appelle Surveillance, qui est paru il y a 7 ans. En fait, c'est une gratuité, et une fausse gratuité. Et l'exemple que je donnais surtout à l'époque, c'était quand vous voyez une ferme et que vous voyez des vaches dans un pré, est-ce que vous pensez que les vaches sont les clientes du fermier ? Alors évidemment, sauf si vous êtes complètement à côté de la plaque, vous dites non, les vaches ne sont pas clientes du fermier. Mais c'est qui alors le client du fermier ? Parce que le fermier, il ne fait pas ça juste parce qu'il aime les vaches. Hein. Il peut aimer ses bêtes et je lui souhaite, mais franchement, ce n'est pas parce qu'il aime les vaches que le fermier est fermier. Le fermier, il fait ça parce qu'il veut vendre, par exemple, du lait et aussi de la viande. Et il le vend ça à des coopératives, à des bouchers, etc. Mais à aucun moment, les vaches ne sont clientes du fermier. Et nous, en fait, on est le bétail du numérique. Clairement, si Facebook, Instagram et compagnie nous offrent ces services gratuits, c'est pas parce qu'ils nous aiment. Alors peut-être qu'ils nous aiment, peut-être que Zuckerberg aime l'humanité au point de lui faire des cadeaux comme ça. Mais non, la vérité, c'est que Zuckerberg, il est milliardaire, il n'en pense qu'au pognon, et peut-être lui encore plus que les autres. C'est parce qu'il veut en fait vendre de la publicité à ses vrais clients qui sont les annonceurs. Attends 2 secondes. Je suis pas sûr d'être à l'aise avec ta comparaison, parce que tu es en train de me dire que Mark Zuckerberg fait ça pour me traire. Et je suis pas sûr de... Non, il fait ça pour utiliser ton temps de cerveau disponible et prendre le pognon des annonceurs. Et les annonceurs, ils font ça pour te vendre des trucs. Et te vendre plus de trucs. Est-ce que c'est ça qui va sauver la planète ? Probablement pas. Sauf si c'est un vélo, à la limite. Hein. Acheter des vélos, c'est bon. Mais sinon, et des SUV, non, c'est pas ça qui va sauver, même électrique, c'est pas ça qui va sauver la planète, quoi. Moi, c'est ce que j'appelle l'illusion du progrès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est aussi en fait le problème quand on veut nous renvoyer au modèle Amish de l'autre côté, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a une illusion de progrès. Le progrès, c'est pas sous-payer les gens. Quand vous avez ChatGPT, en fait, qui nous fait croire qu'il est intelligent, bon, déjà, on peut questionner l'intelligence artificielle si elle est si intelligente que ça, etc. Mais ça, on va dire qu'on le met de côté. Non, en vrai, en fait, ChatGPT, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne grâce à des gens qui sont sous-payés à l'autre bout du monde, qui vont en fait nourrir l'algorithme pour permettre de l'améliorer. Facebook, les réseaux sociaux, on en a parlé. Si je prends l'économie que vous connaissez bien, qui est l'économie issue de l'ubérisation, les trottinettes, en fait, le matin, quand elles sont garées dans Paris, c'est pas par miracle qu'elles sont garées dans Paris. C'est parce qu'il y a des gens qui sont payés au lance-pierre pour les recharger chez elles avec leur électricité en plus, qui sont obligés de les remettre avant 7h du matin dans les emplacements prévus pour qu'on puisse les utiliser
en pensant que finalement le modèle est vertueux. Mais c'est une illusion. Ça n'existe pas. En France, il y a un code du travail, normalement. Les gens, ils sont protégés par leur entreprise. Donc en fait, aujourd'hui, on est dans l'illusion du progrès. Et du coup, moi, je trouve que c'est la question qui est essentielle, c'est que finalement, quel numérique on veut pour demain ? Si finalement, on doit se surprotéger pour X ou Y raison et que ça consomme un peu d'énergie, je trouve peut-être pas ça dramatique. Par contre, c'est plus dramatique, effectivement, d'aller surconsommer en fait des choses qui sont basées sur des modèles qui sont absolument en fait contraires aux droits de l'homme, à la protection sociale, à faire en sorte qu'on vive mieux ensemble, etc., etc. Aujourd'hui, quand on achète un smartphone, on nous fait croire que c'est merveilleux, mais on ne va pas revenir sur ce qui est dit dans les médias depuis très longtemps, mais on sait très bien en fait d'où ça vient. Ça vient en fait de gens qui sont surexploités en Afrique, des gens qui sont surexploités dans les pays d'Asie du Sud-Est, etc., etc. Donc en fait, on vit dans une illusion. Et tant qu'on n'aura pas résolu en fait ça, on pourra toujours chercher en fait à essayer de diminuer l'empreinte, etc., etc. Mais en réalité, peut-être que si on crée un monde plus vertueux, naturellement, on va réduire déjà notre empreinte. Juste j'interviens parce que là, c'est super important. Trop souvent, on confond progrès et innovation. Innovation, c'est quand c'est nouveau. Alors quand on se dit c'est nouveau, c'est cool, c'est nouveau, j'en ai jamais vu, c'est incroyable, machin, etc. Ok, c'est nouveau. Mais est-ce que c'est un progrès ? Parce que franchement, on l'a vu récemment, il y a un article qui est sorti, ChatGPT utilise des travailleurs kényans payés $2 de l'heure pour empêcher en fait de la sortie de contenus gênants, pour filtrer les contenus. Et aussi tous les gens qui modèrent les réseaux sociaux, les Facebook, etc. sont exposés et traumatisés à regarder toute la journée des vidéos de viols, de suicides, de décapitations, etc. pour que ça n'arrive pas sur nos écrans à nous. C'est monstrueux. Alors oui, c'est nouveau, mais c'est pas du progrès. Mais d'ailleurs, et peut-être après j'arrête de reprendre la parole, mais c'est si en fait on veut un numérique responsable, soyons peut-être vraiment dans l'exemple simple, par rapport à ces problèmes de modération, pourquoi est-ce qu'il y a ça qui arrive aujourd'hui ? En fait, il y a ça qui arrive aujourd'hui parce qu'on a voulu faire en sorte que les gens puissent poster des messages sans être modérés en amont. Et donc, du coup, tout le monde peut poster ce qu'il veut, la modération, elle se fait en aval. Tiens, si on avait pensé à un numérique où en fait la modération, elle se fait en amont, il y aurait beaucoup moins ces problèmes peut-être. En tout cas, c'est une possibilité. C'est-à-dire que comment on fait pour construire un modèle numérique qui est responsable par défaut ? En tout cas, c'est pas celui qu'on a pensé aujourd'hui. Léa, tu veux rebondir ? Oui, donc il y a aussi une question de perspective sur la question, déjà sur l'environnement. Pour le moment, on parle de l'environnement, changement climatique. Et on sait qu'il y a des effets sur la biodiversité aussi. Donc pour le moment, c'est un sujet qu'on ne discute pas. Et donc je pense que toutes ces questions sont importantes, mais aussi d'avoir des plateformes pour discuter des questions d'une manière plutôt holistique. De toutes ces questions et aussi de montrer les points forts. Si on regarde le dernier rapport de GIEC sur le groupe de travail 3, je vais juste citer deux choses qu'ils ont dit que c'est des changements qu'on peut faire systématiques pour améliorer la question du changement climatique. Ils ont parlé de digitalisation, donc la tech a un rôle à jouer clairement. Et bon, j'ai des slides aussi pour montrer des chiffres clés là-dessus. Et aussi, des choses comme le télétravail. Encore, le tech a un rôle de jouer là. Après, il y a des dérives, mais il faut prendre le bon et le mauvais. Et quand il y a des mauvais, avoir la possibilité de discuter ça avec des gens, surtout qui sont impactés, des voix, surtout des populations qui n'ont pas normalement un voix de discuter sur ces plateformes. Et là, je vais aussi citer l'importance de diversité, équité, inclusion. Actuellement, dans la tech, les femmes sont à peu près 25%. Les chiffres étaient en baisse l'année dernière. Donc, il y a des problèmes à résoudre, mais il y a aussi des progrès aussi. Et d'ailleurs, Léa, je crois que pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Tristan, sur le fait que un numérique... en termes de consommation carbone, en France, c'est pas la même chose que dans un autre pays. Est-ce que justement, tu avais des choses à nous montrer, je crois. Permettez, j'ai un slide. Donc voilà, quand on pense de tout ce qui est cloud et tout ça, c'est quelque chose qui est presque intangible. Mais vraiment, quand on regarde les questions de changement climatique dans la tech et surtout dans le cloud, c'est une histoire d'électricité et des émissions de carbone.
Et là, c'est juste une façon de visualiser l'intensité carbone dans le monde pour des réseaux électriques. Et bon, en Europe, normalement, c'est pays par pays. Aux États-Unis, c'est vraiment un patchwork. Mais grosso modo, qu'est-ce que vous voyez là en rouge? C'est l'intensité carbone qui est plus que 100 grammes de CO2 pour kilowattheure. Et tout ce qui est en vert, c'est bas carbone, donc moins de 700 grammes de kilowattheure. Et donc, pour la plupart des gens ne pensent pas où ils se branchent. Heureusement, nous sommes dans un pays assez vert, au bas carbone, grâce à le nucléaire. Mais il y a des questions où de déployer quel centre de données utiliser. Et qu'est-ce que nous, quand on parle de cloud, on a une stratégie mode. Et mode, ça veut dire mesurer, optimiser, déployer et éduquer. Et on dit éduquer, s'éduquer, parce que c'est une question de recherche. Et sur le mesurer, c'est des audits carbone. Nous avons fait 2, nous sommes en train de faire le 3e avec Greenly actuellement. Et on apprend plein de choses là-dessus. Optimiser, pour nous, c'est qu'est-ce que nous on fait dans le cloud qui est de l'utilisation de CPU de haute densité. On demande à nos clients vraiment de visualiser leur code pour voir comment réduire l'impact qu'ils ont et après déployer. Et là, c'est de penser où des projets sont mis parce que à la fin de la journée, l'électricité qui est utilisée par le centre de données, c'est l'électricité qui sort de ce réseau. Après, il y a des progrès. Je vais parler des différences entre market-based et location-based. Mais la dernière partie, c'est éduquer. Et là, grâce à ce type de forum, on a la possibilité de le faire. Et juste pour montrer les différences, parce que quand les gens pensent au cloud, ils pensent aux promesses de Google et compagnie. Et c'est vrai, avec des Power Purchase Agreements, des PPA, ils ont fait des accords, mais tout qui est partie... Hop, revient. Voilà. Voilà. Eux, ils utilisent qu'est-ce qu'on appelle market-based approach. Donc, s'ils ont signé un accord pour mettre en place des énergies renouvelables, c'est 1 par 1 en électricité et pas 1 par 1 en CO2. Et pour ça, nous, on prend le market-based, on expose à nos clients l'intensité carbone de leur centre de données. Et là, on est plus conscient de qu'est-ce qu'on fait, où on utilise des ressources et comment. Ok, donc c'est un petit peu comme on a beaucoup entendu parler à une période d'entreprises qui allaient mettre leur data center dans certains pays pour des questions de vie privée. Maintenant, il y a aussi le fait que c'est pas seulement les questions de vie privée qu'il faut prendre en compte, c'est aussi la question environnementale. Donc, oui, il faut être conscient en carbone parce que si on prend le même programme, on fait tourner en Allemagne où l'intensité carbone peut être 500 ou plus, par rapport à la Suède, c'est pas pareil. Okay. Alors, je trouve que c'est effectivement c'est une très bonne chose du coup de travailler sur ce pan-là du numérique. Là, on travaille vraiment sur les 4% en fait de l'empreinte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le numérique c'est 4% de l'empreinte. On travaille bien sur ce pourcentage-là. Pour moi, il y a deux choses que je mettrais quand même en contrebalance. C'est déjà en fait ce 4%. Ça parle de ça parle des équipements en fait que l'on a chacun, ça parle de nos usages du web. Mais ça ne parle pas, encore une fois, je pense qu'il y a toujours du modèle. Et finalement, c'est presque une illusion aujourd'hui, le 4%. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tout ce qu'on fait avec le numérique, bien sûr qu'il y a des bonnes choses à prendre, et je pense que l'idée, c'est aussi de rester positif par rapport au numérique, mais encore une fois, de bien questionner le modèle. Aujourd'hui, le numérique, en fait, ne fait qu'empiler. Est-ce que nos émissions carbone ont drastiquement diminué, ou même diminué, en fait, depuis que le numérique est là? Non. Quand je regarde, en fait, par exemple, des innovations, entre guillemets, que peut apporter les Uber et compagnie. J'aime bien Uber, c'est un peu ma marotte, mais Uber aujourd'hui, en fait, vous aviez Uber qui est arrivé, qui devait résoudre en fait tellement de choses dans les villes, etc. Uber en fait a été reconnu coupable de créer de la congestion dans les villes en fait. Vous avez plus de bouchons avant Uber qu'après Uber. Et en plus d'Uber, maintenant, vous avez Uber, vous avez Hitch, vous avez Marcel, vous avez FreeNow, vous avez Bolt, vous avez toujours les taxis. Et donc on empile. Donc en fait, c'est encore une fois, le 4%, finalement, c'est aussi une illusion. Il y a tellement plus que ces 4%. C'est qu'est-ce qu'on veut faire en fait quand on crée quelque chose avec le numérique, qu'est-ce qu'on veut apporter à la société qui peut justement en fait travailler sur là où il y a de l'empreinte sans doute,
Il y a de l'empreinte sur les bâtiments, c'est un quart de l'empreinte. Il y a de l'empreinte sur les transports, c'est un quart de l'empreinte. Et il y a de l'empreinte sur, globalement, l'alimentation, qui est un autre quart. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Et c'est ça qui est essentiel, c'est quand j'utilise le numérique, quand je crée quelque chose avec le numérique, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment contribuer, en fait, à diminuer l'empreinte de l'humanité? Et d'ailleurs, je sais que et la question sera aussi pour tout le monde, mais je sais que notamment Rémi parle souvent de sobriété numérique. Et dès que le terme sobriété apparaît, on a tendance à perdre quand même une partie des acteurs économiques ou politiques. Il y a déjà le mot Amish qui a été cité tout à l'heure, mais effectivement, tout de suite, dès qu'on parle sobriété, on imagine le cas extrême. Et de quelle manière, en fait, on peut faire cette transition vers une sobriété numérique? En fait, à quoi elle va ressembler concrètement? Parce que du coup, j'aime bien quand on parle qu'on prend de la hauteur, mais j'aimerais voir à quoi ça ressemble concrètement. Et si chacun pouvait me donner des exemples, je suis preneur. Je vais être très rapide. Du coup, en quelques mots, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on cherche à décarboner au maximum, mais on s'amuse. Pour moi, on s'amuse dans le numérique. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde en fait, les systèmes informatiques, on dit comment est-ce que je peux les décarboner au mieux? Alors, c'est sympa, on enlève des petits points par-ci, par-là, et puis on arrive à diminuer un petit peu l'empreinte. Non, pour moi, en fait, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. Encore une fois, c'est concevoir réellement, de base, des choses qui sont utiles à toutes et tous, et qui sont moins consommateurs d'énergie. Et en fait, les deux vont de pair. Et donc, l'exemple que je prends souvent, c'est notamment en fait une banque qui m'avait demandé en fait sur comment ils pouvaient potentiellement promouvoir une idée qu'ils avaient. Ils avaient l'idée de proposer une application bancaire qui soit low-tech. Et les personnes qui l'avaient pensé, ça dit nous, voilà, on a ça, on pense que c'est super. Et pourquoi c'est super en fait? C'est pas super juste parce que ça consomme moins d'énergie. Non, c'est super parce que ça rentre potentiellement dans les valeurs de l'entreprise et que ça sert le plus grand nombre. Parce qu'une application low-tech, il y a de grandes chances qu'elle soit plus simple à utiliser, donc beaucoup plus accessible, qu'elle soit moins lourde, donc finalement que tout le monde va pouvoir la télécharger, qu'elle soit moins énergivore aussi, qu'elle ne demande pas forcément un renouvellement de matériel. Et en fait, je vais avoir un produit qui va être plus vertueux parce que, aujourd'hui, encore une fois, le baromètre du numérique qui est sorti la semaine dernière dit qu'il y a un Français sur deux, globalement, qui a du mal à utiliser le numérique dans... au moins un cas couramment. Donc, oui, et je trouve que là, on a une idée de se dire, en fait, j'arrive à faire rejoindre les deux. Il y a un truc qui me paraît très important de recadrer. Là, j'ai en tête une étude qui avait été faite par greenIT.fr qui s'appelle Inum 2020. I avec un I comme, je sais pas, index. Donc Inum 2020, si vous cherchez sur greenIT.fr, vous allez trouver, c'est une étude super simple, très synthétique, une dizaine de pages. Vraiment, on comprend ce qu'on lit. Hein. C'est pas le machin, c'est pas la somme de 1000 pages. Enfin, c'est pas un rapport du GIEC. J'aime beaucoup le GIEC, mais faut dire que leurs rapports ils sont flippants quand même. Hein. Il leur faut du marketing, tu vois. Ouais. Alors que là, greenIT.fr a fait un truc vraiment très simple, très synthétique. Et en gros, ils se sont dit, mais alors, c'est quoi l'empreinte du numérique en France? En France, attention, en France, parce que la France, avec nos centrales nucléaires, quand elles fonctionnent, ça fait de l'électricité moins carbonée. Donc ça fait que c'est quand même un pays un petit peu spécial. C'est pour ça qu'il était un des rares en vert sur la carte de tout à l'heure. Eh bien, en fait, en France, ils ont regardé, il faut fabriquer le numérique. Il y a une partie fabrication et une partie utilisation. Et ensuite, ils ont divisé le numérique en trois. Il y a les terminaux, c'est-à-dire le Mac, le smartphone qu'on a dans la main ou dans le sac à main, ou dans la poche. Et puis, évidemment, il y a le réseau. Alors, le réseau, on ne le voit pas forcément. Enfin, si au loin, on voit des antennes 4G, on voit parfois un routeur, parfois une boîte avec de la fibre et tout. Mais lui, il est essentiel pour connecter tout ça. Et enfin, bien sûr, il y a les data centers, où là, en gros, c'est des entrepôts où tournent des serveurs, où sont stockées les données et traitées les données. Et alors là, on les voit quasiment jamais, à part des photos ou des vidéos, mais c'est des endroits qu'on ne visite généralement pas. Donc ils ont divisé ça en trois: terminal, réseau, data center. Fabrication d'un côté, utilisation de l'autre. Alors l'utilisation, on consomme de l'électricité, et comme en France elle est très largement décarbonée, en fait on émet assez peu de CO2, qui est ce gaz à effet de serre qui donc provoque le réchauffement de la planète, ça et le méthane qui est le deuxième le plus important. Et donc en fait l'utilisation en France est assez décarbonée. Mais alors qu'est-ce qui fait qu'on fait des gaz à effet de serre avec le numérique?
à 76%, 76 donc les 3/4, c'est la fabrication des terminaux. La fabrication des terminaux. Il faut savoir aussi, par exemple, qu'un terminal, genre un smartphone, en Occident, c'est changé tous les 23 mois en moyenne. C'est une catastrophe. Et ça faut savoir que le silicium qui est dedans, il ne s'use pas. Le silicium, ça peut durer. Vous trouvez des Apple II des années 77-78 qui fonctionnent encore aujourd'hui, parce que le silicium qui est dedans, il marche toujours. Hein. Mais on a arrêté de s'en servir parce qu'ils sont trop lents. Est-ce qu'un ordinateur, un smartphone est un ordinateur, est-ce qu'un ordinateur, ça ralentit avec le temps? Non, ça ralentit pas avec le temps. C'est juste qu'on met des logiciels, on en met de plus en plus, avec des logiciels qui sont de plus en plus grassouillets, de plus en plus obèses, et qui ont besoin de plus en plus de puissance pour continuer à fonctionner. Et ça, c'est un problème. Parce qu'en fait, on jette à la poubelle des tas de matériel qui marchent encore aussi bien qu'avant, juste parce qu'on en veut mettre des applications encore plus compliquées dessus. C'est mais n'importe quoi. Alors si on n'avait pas les problématiques de biodiversité, si on n'avait pas les problématiques de changement climatique, et s'il n'y avait pas les problématiques de travail en Chine, et s'il n'y avait pas les problématiques de mines un peu partout en Amérique du Sud, en Afrique, etc., on n'en aurait rien à cirer. Mais sauf qu'on a tous ces problèmes. Donc on n'en a pas rien à cirer. Donc il faut faire durer les équipements. Et surtout les équipements des internautes, les terminaux que vous avez sur vos genoux, dans vos sacs à main, dans vos poches. Et pour ça, il faut faire des applications qui sont moins gourmandes qu'avant. Ah oui, mais ça c'est compliqué parce que quand on est donneur d'ordre, quand on travaille dans un service marketing ou truc, on a envie de faire une application trop géniale qui va marcher sur l'iPhone 14 avec un réseau 5G et ça va être un truc mais hyper innovant, qui encore une fois n'est pas progrès. Hein. C'est de l'innovation, c'est peut-être nouveau, mais c'est pas mieux. C'est juste pire. C'est plus, mais c'est pire, c'est pas mieux. Et donc, en fait, il faut faire des applications qui sont éco-conçues, c'est-à-dire conçues dans un esprit de sobriété et qui questionnent radicalement notre approche comme avant. Est-ce qu'on veut faire plus? Non, on veut faire moins. Typiquement, une application bancaire ou application pour consulter votre solde d'énergie ou votre consommation d'énergie, etc., eh bien, vous avez par exemple 2 exemples. Vous avez une application hyper compliquée, graphique, 3D, bidule, machin, qui demande un appareil moderne. Ça veut dire que tous les gens qui ont des appareils de plus de 2 ans, ça va mal marcher, ça va se traîner, ça va être nul, etc. Et là, vous poussez au renouvellement. Ou alors l'autre approche, tout simplement, c'est l'énergéticien, par exemple, il envoie un texto au client en lui disant « Attention, là, vous venez de dépasser votre limite de consommation. » Et le texto, il va marcher sur des appareils 2G, il va marcher sur votre Nokia 3310 de l'époque, et c'est nickel, parce que votre Nokia 3310, il continue de fonctionner aujourd'hui. Peut-être qu'il faut changer la batterie tous les 5 ans, ok, on peut se le permettre. Mais au moins, on n'est pas obligé de creuser des nouvelles mines pour chercher du silicium, etc., et de fabriquer, consommer de l'eau, et tout ça. Donc, éco-concevoir pour faire durer le matériel beaucoup plus longtemps. Et là, ça peut tout changer. Mais ça veut dire que le mec qui a donné d'ordre de faire l'application, il fait « Ah ouais, il faut le sortir de la 5G, il faut lui sortir de la tête qu'il faut un iPhone 14, il faut lui dire non, il faut faire de la sobriété, il faut faire quelque chose de simple, de basique, qui fonctionne, qui est compatible avec tout le matos et qui fait qu'on va garder ce matériel très longtemps. » Léa, tu voulais rebondir, je crois. Donc je suis complètement pour la sobriété digitale et encore le cloud est moins gourmand que tout ce qui est sur premises. Donc déjà j'ai parlé de partie compute haute densité, mais les questions systématiques sur les questions de changement climatique, je voudrais rebondir sur un point de Rémi et des banques, juste pour moi de sortir un petit peu. Donc il y a un article de Bill McKibben qui est dans le New Yorker qui montre que c'est possible que l'impact sur le carbone de Google a doublé si on compte ses investissements dans les banques. Donc il y a un moyen de penser encore à cette question de manière holistique. Il faut arrêter d'émettre des gaz à effet de serre et ça compte des investissements dans de nouveaux centres de carbone, être plus conscient de notre consommation. Je pense que tous les outils qui
nous aide à visualiser des tableaux de bord avec le CO2, ça aide à sensibiliser les gens. Parce que si on dit « Ah, c'est vous les problèmes », on ne fait pas de progrès. Il faut vraiment montrer des pistes améliorées. Nous, on a des solutions en main, ça c'est de bonnes nouvelles. Maintenant, comment de mettre ça en place et comment et où d'avoir ces discussions, comment de réduire, comment d'avoir quand il y a des dérives, de vraiment pointer le doigt et discuter avec des gens qui font des dérives. Parce que c'est bien de discuter entre nous, mais comment d'arriver à ce consensus? Comment d'avoir plus de voix dans cette discussion? Il nous reste 9 secondes. Quelqu'un veut avoir un mot de la fin Moi je veux bien. Il y a un sujet qu'on n'a pas trop abordé, même si tu as commencé à le dire, Léa. Mais une clé de solution également, je crois, c'est qu'aujourd'hui, 80% des startups financées en France sont des startups où les fondateurs sont uniquement des hommes. Moi, ce que je dis souvent, c'est il n'y a qu'à voir où les hommes ont mené le monde aujourd'hui. Je crois que si on continue à entreprendre de cette manière-là, ça ne marchera jamais. Donc le sujet de la parité, ce n'est pas un sujet secondaire, c'est un enjeu essentiel. Donc s'il y a des investisseuses et investisseurs qui sont là, et s'il y a des entrepreneuses ou entrepreneurs qui sont là, entreprenez en mixité. C'est ce qu'on doit faire si on veut aussi se sortir de là, parce qu'encore une fois, que des hommes ensemble, ça ne peut pas donner des bonnes solutions. Yes. Ce sera le mot de la fin du coup ? Ouais. Nickel, bah, merci beaucoup.